Ils ont ouvert un bureau en Côte d'Ivoire et qu'ils comptent encore aller de l'avant. Mais que cette vidéo est un montage de Ibrahim Maïga, puisque la vidéo, le monsieur ne donne pas la date, le jour et l'année. Premier point. Deuxième point, pourquoi ne pas mettre le drapeau d'Azawad derrière eux et c'est le drapeau du Tchad qui est derrière. Est-ce qu'il y a des Touaregs au Tchad? Ça, c'est la première question. Allô? Oui, est-ce qu'il y a des Touaregs au Tchad? Non, non, il n'y a que des... comment on les appelle là? Gens de race arabe là, c'est mais ils sont turbolés tous. Les Tchadiens, ils portent les tiroirs. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. On les appelle les Karadan. Il n'y a pas de Touaregs au Tchad. C'est des noirs mélangés arabes là. Oui, oui. Mais leur tradition, c'est le turban sur la tête. Ah, d'accord. Ils mettent aussi le truc là sur la tête comme les Touaregs là. Ouais, ouais. Ah, non, la moitié des Tchadiens, c'est comme ça. Ah, d'accord. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Ouais. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Tu restes sur le panel et on va revenir sur le sujet après. Alors, chers frères et sœurs, vous qui prenez l'émission en cours, salut à toi, Koulibaly Napolitain. Notre ami le Touareg vient de nous traduire la vidéo. Il dit que c'est un montage organisé et orchestré par M. Ibrahim Maïga depuis les États-Unis, puisque Ibrahim Traoré, depuis plus de 3 ans, il n'a pas encore il n'a pas encore démontré la preuve que derrière cette accusation où il y avait des terreaux en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce qui est en train de dire par rapport à la vidéo. Alors, nos amis pro-Gbagbo désespérés, perdus suite aux révélations de M. Charles Blé Goudé concernant la rébellion. Alors, à défaut de nous apporter des preuves où nous avons vu M. Demba Traoré se rendre sur l'émission NCI avec un Coran qui, bien évidemment, a évité le sujet et il a confirmé que le siège du FPI est la maison de notre grande sœur Nadi Gbagbo Bamba, Walié Douaoudé, Maokamuso de Fretela. Et M. Konaté Navigué qui nous confirme réellement que lorsque Charles Blé Goudé a demandé le désarmement, selon lui, les accords et la charte des accords de Ouagadougou stipule que dans la bonne conduite, il ne faudrait pas avoir des propos du l'un vers l'autre, mais le désarmement faisait partie aussi des accords de Ouagadougou. Donc nous allons revenir sur cette révélation rapidement pour vous dire que Guillaume Soro avait déjà trahi le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Tapotez les gars, tapotez. Donc ça fait une semaine aujourd'hui que le PPA Digbé de M. Laurent Gbagbo et Yasmine, voilà, le PPACI de M. Laurent Gbagbo et tous leurs confrères n'ont pu démontrer par A plus B que Guillaume Soro avait signé un deal avec M. Laurent Gbagbo. Et dans ce deal, Guillaume Soro nous a informé en 2020 qu'il était en deal avec le président de la République, Alassane Ouattara, alors que nous disions à longueur de journée que Guillaume Soro ne s'est jamais battu pour Alassane Ouattara. C'est parti, on écoute M. Charles Blé Goudé. Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je cite des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses
à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Si ce n'est pas contre Gbagbo, tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Je vous le dis. Alors, M. Charles Goudé dit que lorsqu'il a demandé le désarmement à Guillaume Kibafori Soro, quelques jours plus tard, il est sur un banc d'accusés. On lui dit de présenter ses excuses à Guillaume Soro à la demande de Mme Nadiani Gbagbo Bamba. Et il demande pourquoi. Elle lui fait savoir que les armes que porte Guillaume Soro, le jour où ces armes doivent sortir, ça ne serait pas contre le président Laurent Gbagbo, mais plutôt contre le président Alassane Ouattara. Alors la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que Mme Nadiani Bamba Gbagbo a demandé à Charles Bleu Goudé de présenter des excuses? Tout simplement parce que Guillaume Soro était dans son deal avec Gbagbo. Donc elle a informé M. Charles Bleu Goudé que le jour où les armes que porte Guillaume Soro va tourner ne serait pas contre le président Laurent Gbagbo. Alors, partons un peu en arrière. M. Konaté Navigué nous a expliqué aussi que dans les accords de Ouagadougou, il était stipulé que on ne devait pas s'agresser l'un et l'autre, puisque ils avaient demandé à chose comme on appelle à chaque partie de respecter les clauses de leur engagement. Alors nous allons d'abord écouter M. Charles Goudé et M. Konaté et M. Charles Goudé, voire même après écouter M. Konaté Navigué, voir les parties des accords. Ils ne pouvaient pas. Bon, ils ont dealé, hein, ils ont dealé jusqu'à... Et ils ont eu des Ivoiriens. Voilà. Quand nous combattions, quand nous, le RDR combattait, hein, ces gens-là, on disait que le RDR n'aime pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, ces gars même où ils sont assis, ils disent, bon, tiens, ce combat que le RDR menait là, c'était un combat noble. Un combat de la vérité. Aujourd'hui, là, ils sont assis, ils sont en regrettant aujourd'hui. C'est pas pour Laurent Soro aujourd'hui, c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont vu aujourd'hui. Ils ont la voix. Et c'est même fini, hein. Et on ira jusqu'au bout. Parce qu'ils ont accusé Alassane Ouattara, le père de la rébellion. Voilà. Chaque jour que Dieu fait, quand tu les panels, hein, les publications, Aldo le rebelle. Aldo, aujourd'hui là, ils ont compris maintenant que Aldo, c'est pas Alassane Ouattara que le père de la rébellion. Aldo n'a rien à voir la rébellion aujourd'hui. Voilà, les secrets sont se dévoilés un peu. On ira jusqu'au bout. Là, ok, merci beaucoup, M. Fofana. Merci beaucoup. Alors, on va aller avec les IPA. Les IPA, bonsoir. Les IPA, il est là. Ah. Les IPA. Vous prenez le nom, hein? Ah. Soumfa Fatou, bonsoir. Bonsoir, Soumfa Fatou. Soumfa Fatou, bonsoir. Che Guevara, bonsoir. Ouais, bonsoir, Gbagbo, ouais. Toujours. Tracteur de Toulon. Ouais. Malheureusement, il y a une femme sur le feu qui est là près. On va la convoyer vers toi. Ah ouais? Donc dimanche soir, il faut l'envoyer à la maison chez moi. Parce que dimanche, il faut qu'il soit dimanche à Abidjan, si Dieu le veut. Comme on le dit, la répétition est pédagogique. Mais avant d'apporter tout le soutien de la malédiction à Soro Guillaume, vraiment, excuse-moi de te dire que, vraiment, si tu es un bout de temps, ou bien toi, tu es plus connu que nous, il va falloir voir les autorités qu'il faut toucher pour pouvoir voir le cas de vraiment du grand frère Kader, aujourd'hui qui en souffre, qui a eu à expliquer sur ton panel.
La dernière fois, j'ai eu à parler à un de mes boss qui suit beaucoup ton live, voilà, qui est un militant du HDP. Voilà, il a dit qu'il allait voir ce qu'il allait pouvoir faire. Mais il allait entrer en contact avec toi pour pouvoir planifier. Donc vraiment, je voulais te dire ça, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a subi. Aujourd'hui, Dieu l'a épargné de sous terre. Et qu'il est un témoin vivant, oculaire, voilà, qui nous donne des révélations propres et dignes de son nom. Donc c'est ce que je voulais te dire en premier plan. Et comme je le dis, voilà, vraiment de ma position, je souhaite vraiment tout le malheur du monde entier. Voilà, à ce bout d'homme. Ce bout d'homme de Ferké, qui est comme le bout d'homme de Kaligiba. Voilà, ces deux personnalités-là, vraiment n'ont pas leur place à vivre au milieu des gens, parce que c'est des incultes, c'est des malheureux, c'est des maudits. Voilà, voilà quelqu'un, voilà, qui a signé un deal, hein, pendant que on demandait la rébellion des armées, alors qu'il était dans un complot, hein, pour pouvoir trahir le président et égaler le président, et puis voilà, s'accaparer du pouvoir. Comme l'a dit Kader, et comme l'a dit Doumbia Major, voilà, c'est quelqu'un qui se bat pour ses intestins. Voilà, il n'a aucune dignité. Voilà, vraiment, quand je le vois aujourd'hui, je comprends. Hein, c'est quelqu'un qui est descendu de la dernière pluie. C'est pourquoi tu peux te comporter ainsi. Mais il ne sait pas quoi. Toute chose dans la vie, quand tu fais là, il faut la bénédiction de tes parents, hein, avec l'accord de Dieu. Voilà, c'est pour dire quoi. Notre président est venu, hein, de ses deux parents, aujourd'hui qui ne vivent pas. Et la bénédiction de Dieu et la main de Dieu est sur lui. C'est pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, il tente par tous les moyens à nuire le monsieur, à rendre le monsieur, il n'arrive pas à le faire. Alors, Diante, tu dois comprendre. Mais quand tu dis que tu es un intellectuel et que tu es allé à l'école, tu es allé à l'université, mais tu dois comprendre quelque chose. Tu as mis un cellule de communication en place, durant 15 ans, pour rendre le monsieur, le traquer, l'insulter sur tous les réseaux. À peine, tu n'as pas pu faire quelque chose. C'est pas en partant t'installer, hein, à Niamey, en train de boire lait de cheval, tu vas pouvoir faire quelque chose. Je comprends pourquoi aujourd'hui, quand on le voit, c'est la tête qu'on voit, on ne voit plus le corps. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il est maudit. Et moi, je le dis, hein, chaque jour que je prie, voilà, je le maudis. À chaque fois que je prie, je le maudis. Il est maudit à jamais. Et je suis sûr et certain que, hein, dans le plus bref délai, là, son âme là, va se confier au diable. Et vraiment, quand j'entends des gens dire oui, on veut que, hein, il vient pour qu'on l'empêche de venir. Qui l'a empêché de venir? C'est lui reprocher aux autres, non? Que quand on ne se reproche pas, on ne se reproche rien, on vient répondre à la justice. Il n'a qu'à venir répondre à la mort de Major. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a qu'à venir répondre à la mort au Gali des Tagro. Quand je vois des gens comme Soule de Paris, bras cassés, pieds cassés, tu vois ses doigts tordus, André pince à gaz. Quelqu'un qui fait toujours voiture dans l'air. Et tu vis, hein, sur les impôts français. Et toi, tu restes en France, toi, tu peux déstabiliser, hein, la Côte d'Ivoire. Des gens comme Nina, on l'appelle Nina. Toi, tu vas marier ton grand-père et tu penses que toi, tu es assis en Europe, tu es à l'aise. Des vieilles jantaras comme ça, des enfants maudits de leur génération. Vous pouvez faire quoi dans ce pays-là? Hein? Hier, je la vois, elle a mis photo de Cliché-Luc Balé. Mais elle-même là, sa fille est ici, non? Pourquoi sa fille ne prend pas au marche? Des maudits comme ça, vous êtes maudits depuis votre dernière génération. Vous ne savez pas que vous faites, ce que vous allez faire. Tapotez les gars. Quand je vois un homme comme Ahmed Général, je vois lui sa bouche de là, André Caniveau de 5,50 m. Hein, s'il dit matin, il est candidat, le soir il tombe, Modia Promas. Quand on parle, il dit, moi je suis chef d'entreprise en France. Vous tous vous dormez en colocation là-bas, on est au courant de vous. Bande de maudits et bande d'enfoirés. Si Dieu le veut, Inch'Allah, vous là, un jour vous aurez vos yeux pour pleurer. Moi, mais c'est pas pour quelqu'un qui me fait, mais c'est pour ceux de Paris même. Tu vois son nez en dernière génération de trompeuses. Hein? C'est lui. Alors, c'est lui, c'est pas le gros mot français. Bande d'enfoirés. Toi, tu n'as rien. Même simple terrain, 5 mètres carrés, mais tu n'as pas encore d'ivoire ici. Simple terrain de 5 mètres carrés. Moi, je suis dans une ville de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur de l'Abidjan. Ici, là, il fait beau temps ici, hein, là. Si tu actives ma caméra, tu vas penser que je suis à Paris.
Ça, c'est un gars qui a fait le son. C'est de ça qu'il s'agit. Bande de maudits. Vous pouvez déstabiliser ce pays-là. Nous, on vous attend. Surtout sur les pays là même. Toi, mais depuis, nos enfants ne sont pas nés. Toi, tu es en France. Tu n'as pas encore eu maison. Faut venir, faut aller en Guinée. Mamadou Dumé est là-bas. Faut aller travailler là-bas. Faut aller vigile là-bas. Ta forme là ressemble à un vigile. Bande d'enfoirés. Merci beaucoup, là, je m'arrête là. Merci à toi, Che Guevara. Tapotez, les gars, tapotez. Solko, bonsoir. Solko, bonsoir. Soule, c'est un Guinéen, ça, je t'informe. Soule n'est pas ivoirien, c'est un Guinéen. Lui-même, il a déjà publié son acte de naissance guinéen. Voilà, sur une page Facebook. Solko, bonsoir. Oui, bonsoir, Laji. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Merci. Hier, on était cherché partout, je t'ai pas vu. Bon, il n'y avait pas de direct. C'est que il n'y a pas papoté aujourd'hui. Vraiment, merci pour ce panel. Merci de nous donner l'opportunité, la latitude, en tout cas, de nous prononcer sur l'activité sociopolitique de notre pays et ce qui fait actuellement de l'actualité. Vraiment, je vais commencer par la sortie de Bleu Goudé et tout ce qui se passe dans la gauche ivoirienne et puis terminer sur le cas des soi-disant Azawadiens qui seraient en Côte d'Ivoire. Le premier dont j'ai évoqué, parlant de Bleu Goudé, d'abord je voulais faire un petit éclairage. Les gens pensent que nous sommes en train de plébisciter Bleu Goudé aujourd'hui. Bleu Goudé est devenu notre chouchou. Non, il se trompe. Bleu Goudé n'est pas notre chouchou, mais ce qu'il dit, avec ce que nous on disait hier, on s'est réjouit. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. Hier, le RDR d'alors a été traité de tous les noms. C'est un parti de rebelles, c'est un parti qui a pris les armes, c'est un parti qui a fait ça, c'est un parti qui a fait ci, c'est un parti qui a fait ça. Aujourd'hui, c'est lui qui disait hier, allez dire à l'Union européenne, chez vous, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un, ici il n'est rien, qui vient faire ce genre de révélation qui était comment on appelle, dans le pouvoir de Laurent Gbagbo. Nous, on prend ça, on fait de la récupération. Cela ne fait pas des gens de RHDP comme ceux qui sont en train de plébisciter Bleu Goudé. Non. Bleu Goudé a été avec Laurent Gbagbo. Et quand il parlait d'Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, tout le monde savait que c'était le populisme. Voilà, parce qu'il n'avançait aucune preuve. Aucune. Putain, aujourd'hui, il dit, il y a Nadi Bama qui est vivant, il y a Sorogiam qui est vivant, il y a Seri Konaté qui est vivant. Tous ceux qu'il a cités sont tous vivants. Voilà. Donc, on peut dire que ce que nous on disait hier, quand Bleu Goudé vient confirmer ça aujourd'hui, et ceux qui viennent le contredire, ne le contredisent, ne viennent même pas ne contredisent pas Bleu Goudé, parce que tous les points qu'il a eu à évoquer n'ont pas contredit. Quand il dit non, il a demandé pardon à Sorogiam, les gens n'ont pas démenti. Quand il a dit que non, lui, il a demandé à Sorogiam de désarmer, les gens n'ont pas démenti. Il a évoqué plusieurs choses, ils n'ont pas démenti, mais se sont plutôt attardés sur certains détails pour dire ci, pour dire ça. Vraiment, je dis ça et puis je dis encore que le pays était dans de mauvaises mains. Dans la main des gens qui n'avaient aucun projet et aucun programme de gouvernement. Et le palais présidentiel était un foutoir. Le palais présidentiel était un lieu où défilaient toutes les, excusez-moi du terme, toutes les filles du pays. Ah oui. Voilà. Parce que dans notre constitution, jusqu'à preuve du contraire, la polygamie n'existe pas. Pour ne pas même dire la polygynie, pour parler des hommes. Voilà. La polygynie, vraiment, n'existe pas. Une seconde, pardon. Grand Velagui, le boss, il est en bas, hein, de mon boss qu'il a parlé là. Il va faire sa demande, tu vas lui faire monter. Comment il s'appelle? Voilà, il faut faire ta demande là, il va te faire monter, pardon. Il s'appelle comment? Son nom, c'est quoi? Che Guevara. Allons-y. Oui, vas-y, Solko. Ok. Comme je disais, chez nous, la polygynie, pour parler des hommes, n'existe pas. Et celui qui avait le destin, ou bien la destinée de la Côte d'Ivoire, dirigeait le pays avec, en tout cas,
bon, il va dire ça comme ça, hein, sa maîtresse, voilà, ignorer même toutes les règles de la République. Donc vraiment, c'était malheureux. Et la Côte d'Ivoire était mal parée. La Côte d'Ivoire était mal parée et on a vu où ça nous a conduit. Vraiment, Dieu, avec l'arrivée du président Ouattara, on sait aujourd'hui la Côte d'Ivoire est bien située et puis la Côte d'Ivoire, en tout cas, est bien gouvernée. Voilà, vraiment, c'était pas la peine. Voilà quelqu'un qui a créé lui-même sa rébellion. Quand il dit créer sa rébellion, je m'explique. Parce que la rébellion de IB avec celle de Sorogium, c'est deux rébellions différentes. Quand je dis il a créé sa rébellion, il était le parrain avec les différents témoignages. Il était le parrain de la rébellion de Sorogium. Parce que cette rébellion lui profitait. Voilà pourquoi il n'a pas organisé les élections en 2005. Et il voulait profiter de ce désordre-là, fait plus de 20 ans au pouvoir. Si vous vous souvenez bien, comme je l'ai dit autrefois, lors du face-à-face entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo en 2010, quand le président Ouattara, pour rigoler, disait « Ah, mais Laurent, tu as déjà fait 2 mandats, laisse-moi gouverner. » Il dit « Mais j'ai fait 1 mandat en 2. Tout ça à cause de vous, à cause de la rébellion. » Parce que il voulait profiter de cette rébellion. Voilà pourquoi, quand on écoute l'intervention de Blé Goudé, quand Blé Goudé a demandé au Premier ministre d'alors Sorogium de désarmer avant d'aller aux élections, on lui a demandé tout simplement de présenter ses excuses au Premier ministre à Sorogium, que parce que cette rébellion-là, les armes que Sorogium a, ce n'est pas contre Laurent Gbagbo, c'est contre qui? Point d'interrogation. Donc on allait dire tout simplement Sorogium, c'est-à-dire il y avait un couteau à double tranchant, c'est-à-dire Gbagbo n'organisait pas les élections. Lui, Soro, une fois manipulé Laurent Gbagbo est parti, il prend ces armes-là, renverser le président Ouattara. Mais ce qu'il a oublié, comme je l'ai dit précédemment, le président Ouattara, c'est un homme d'État. Voilà, il s'est apprêté, il s'est formé, en tout cas pour gouverner ce pays. Voilà pourquoi en 93, s'il y a une bonne mémoire, avec le décès de, comment on appelle, Félix Houphouët-Boigny en 95, quand sa candidature a été rejetée pour les élections présidentielles et les élections législatives, il dit qu'il n'avait vraiment pas fait le choix de rentrer en politique. Non, il allait s'apprêter. Et aujourd'hui, il maîtrise la politique, que ceux-mêmes qui sont allés faire la science politique. Je termine en disant que ces personnes-là, s'ils ont vu le pouvoir, c'est que c'est à la télé. Avec leur manière de faire la politique, s'ils ont vu le pouvoir, c'est que c'est à la télé. S'ils ont vu le palais présidentiel, c'est que vraiment, c'est quand il aura peut-être l'investiture et que le président va faire un discours solennel. Parce qu'ils n'ont aucune notion de l'État. Aucune notion de l'État. Parce que s'ils ont une notion de l'État, de la manière dont ils ont géré le pouvoir pendant 10 ans, vraiment, ils n'allaient pas gérer le pouvoir comme ça. Voilà des gens qui nous ont fatigués, qui ont géré le pouvoir, c'est-à-dire en comptant en tout cas sur les dessous, en tout cas de la ceinture. Voilà comment ils ont géré le pouvoir. Et termine avec la situation des soi-disant personnes qui seraient Gazaouat, qui seraient en Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'AES a échoué. Ils ont échoué à tous les niveaux. Premier niveau, ils ont dit à leur population qu'ils allaient, comment on appelle, envoyer la sécurité, ils allaient envoyer ceci, ils allaient envoyer cela. Ils ont échoué. Deuxième échec, ils ont dit que, pas particulièrement du Burkina Faso, et en tout cas généralement de l'AES, que leur malheur est au sud de leur frontière, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, particulièrement le président Ouattara. Donc il faut fabriquer, il faut rentrer dans une bulle propagandiste ou bien dans une maison, sortir quelque chose qui n'a ni sens. Si vous vous souvenez bien, il y a une chanson qui circulait sur les réseaux sociaux où les soi-disant élèves, ceux qui sont à l'école coranique, chanteraient une hymne nationale en l'honneur du président Ouattara, que ce sont les futurs terreaux que le président Ouattara est en train de fabriquer. C'est passé parce que les gens ont démenti. Le directeur de l'école est sorti, il a démenti. On nous sort encore un autre truc pour dire, ah voilà les gens d'Azawad qui sont en Côte d'Ivoire,
qui aujourd'hui font réunion. Et quand Ibé disait, selon eux, Ibé disait que non, il y a des terroristes qui sont en Côte d'Ivoire, qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà la preuve. En fait, ils sont dans cette communication-là. Moi, ce que je peux dire aux gens du RADP, ne nous laissons pas berner par ces personnes parce qu'ils n'ont pas encore abandonné. Tant que Sorogium serait dans l'AES, ils vont toujours continuer. Tant que Franklin Nyamsi, les gens du GPS qui n'ont jamais aimé leur patrie, mais qui ont pensé à leur intérêt personnel et égoïste, tant que ces gens-là seront aux côtés de Ibé, Assimi et Tchani, ils vont toujours rentrer dans leur laboratoire pour nous sortir des choses. Voilà, pour terminer, restons vigilants et merci beaucoup à l'ADJ qui nous donne la latitude de nous exprimer sur, en tout cas, comme je l'ai dit, la situation sociopolitique de notre pays. Merci. M'arrêter là. Merci, Solko. Sentinelle, bonsoir. Hey, Renme, qui est Renme là? Sentinelle, bonsoir. Sentinelle est là? Oui, je suis là, Ladi, bonsoir. Bonsoir, oui, on vous écoute. Ok. Merci beaucoup, salut à tous. D'ailleurs, vous voyez, parfois, les gens sont là, ils oublient ce qui s'est passé. Moi, je dis Blé Goudéo, Sourou, c'est comme les deux pièces et les deux faces d'une pièce. Je ne vends pas un pour acheter un. Blé Goudéo, tes révélations là, c'est pas aujourd'hui que tu vas faire révélation. Et puis, il y a des gens qui vont dire. Révélation là, nous on sait depuis longtemps. On sait que Sourou, il a fait mes épis pour être Premier ministre. Quand ils ont revu, voilà pourquoi il est parti au golf. On sait ça. Blé Goudéo, toi tu savais qu'il y avait tout ça là, mais tu faisais les meetings, tu as fait danser le chef d'état-major général et Mangou ici. Tu savais qu'il y avait tout ça là contre les Ivoiriens. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ça n'a pas empêché l'article 125. Tous mes proches qui sont partis là, tes révélations là, moi personnellement je m'en fous. Moi personnellement je m'en fous. Ça ne va rien changer dans ma perception de tout ce qui est babouïsme, tout ce qui est Soro, tout ce qui est Blé Goudéo. Ça ne va rien changer. Tel que je les vois, ça ne va rien changer de ma perception. Ils se sont trop foutus de nous. Mais depuis longtemps, nous on sait. Je vous dis, toi tu savais ça. Mais sur le plateau, tu étais en face avec Zasso. Sur le plateau. Tu as oublié ce que tu as dit de mon menton. Qu'est-ce qu'il y a mon micro? Attends. Il y a quel micro qui est ouvert? Ouais, attends, je vais me descendre moi. Voilà, c'est bon. Vas-y. Ok. Donc, Blé Goudéo, il s'est pas abstenu. Il s'est pas arrêté là. Mais il a appelé parce que on dit, Nadia a dit que les armes que Soro a là, c'est pas destiné contre son mari, mais plutôt contre moi, mon père. Ah bon? Et ça fait mal à qui? À moi, mes proches, à moi, mes mères. Et tu viens t'asseoir pour me dire que tu vas faire des trucs, des cassements de papos. Et puis c'est aujourd'hui, tu vas t'asseoir sur Internet pour nous dire que le village est doux. Si au moins je pouvais avoir de la compassion pour Blé Goudéo, si au moins si s'était retrouvé dans les mêmes conditions que Mohamed Silla, mon ami de toujours, on était en train de jouer ballon, quand ils sont venus le prendre sur le terrain, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Juste le jour que Issou Bakayoko a dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Si tu t'étais retrouvé dans ces conditions, de ces 3000 personnes qui ont perdu la vie, ils pouvaient peut-être avoir un peu de compassion pour toi. Mais toi, ce qui s'est passé, toi, tu vis aujourd'hui
Tu es allé faire ta prison dorée. C'est parce que tu vis aujourd'hui que tu viens t'asseoir pour nous dire que non, que tu vas en train de casser Papou. On s'en fout. Si tu veux, il faut faire pire que ça. Parce qu'il y a des personnes, avec la haine que vous avez enseignée, que vous avez propagée dans le cœur de vos parents là, jusqu'à demain, ils vont jamais, ils voient la vérité. Ils vont jamais, je dis bien jamais, et essayer de comprendre. Ils pensent qu'on a oublié. Quand chez lui, ils ont fait la perquisition chez lui, les documents, tous les papiers qu'on a trouvés là-bas, ils pensent qu'on a oublié ça. Il était complice. Aujourd'hui, c'est gâté et puis tu viens t'asseoir pour dire que tu as fait quasiment des papous. Tous ces papiers-là, on a tout ça, on a vu tout ça là. Donc, Blé Goudéo, Soro, ils sont même chose. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Si tu as laissé Blé Goudé pour prendre Soro, tu es foutu. Tu as laissé Soro pour prendre Blé Goudé, tu es foutu. Donc ces deux personnes-là, ce qu'ils ont entraîné dans la Côte d'Ivoire, là, c'était retrouvé dans le même cas. Moi, je ne cache pas mes trucs. Hein. S'ils faisaient partie de ces 3000 personnes qui ont perdu la vie là, c'était bien. La Côte d'Ivoire allait s'essouffler un peu. En bonus, ajouté à cela, on ajoutait le ventriloque des assauts. Non, pardon, il ne faut pas parler des assauts ici, ça va devenir encore un litige entre moi et lui. Pardon, s'il te plaît. Non, Non, tu parles de tout, s'il te plaît. Zasso la fois enlevé, pardon. J'ai compris là. Voilà, je ne veux pas avoir. Tu peux parler de façon générale, c'est ce qu'il a dit. Oui. Voilà. Tous ceux qui sont dans tous ceux qui ont occasionné ces bêtises-là, ils doivent partir pour nous laisser en paix dans le pays là. Tous ceux qui ont occasionné les trucs là. Et tous sans exception. Il y a deux motions. Oui, attendez, après vous allez prendre vos motions. Solko et puis Che Guevara. Là, je vais m'arrêter là. D'accord, il dit s'arrête là. Solko, qui prend la première motion? Je ne sais pas si c'est Che Guevara ou bien toi. Je voulais poser une question à Sentinelle. Je comprends ta posture, c'est ta position, je la respecte. Mais est-ce qu'au moment où Blé Goudé a été convoqué par Nadi Bamba à son domicile, et il arrive et trouve Soro Diom, et quelques temps après, Laurent Gbagbo apparaît là-bas, et qu'on lui demande de demander pardon à Soro Diom parce qu'il a dit à la RTI de désarmer. Est-ce que tu pensais qu'en ce moment-là, si Blé Goudé sortait dans la rue pour dénoncer, Lui, il ne fait pas son micro. Est-ce qu'il sera aujourd'hui en vie? Parce qu'on a vu l'interview du général Philippe Mangou qui a dit publiquement que lui et Blé Goudé se sont entendus à ce que, voilà, lui il vient d'annoncer qu'il rend sa démission. Mais est-ce qu'avant ça, si Blé Goudé avait été sorti de là, venir dénoncer pour dire qu'on se bat pour une rébellion, pour la liberté du pays, mais apparemment pour celui qu'on se bat est en deal avec la rébellion, parce que j'ai fait une déclaration à la télévision, on me demande de venir demander pardon au Premier ministre, parce que les armes qu'il porte, c'est pas à la compte de Gbagbo, mais c'est plutôt à la compte de Ouattara. Est-ce que tu penses qu'en ce moment, il allait vivre? C'est ça ma question. Sentinelle. Ah, j'ai parlé, mais mon micro était fermé. Aujourd'hui là, plusieurs balais, Blé Goudé et plusieurs balais sont sa position d'aujourd'hui là, elle n'était pas plus puissante que Blé Goudé d'alors. Blé Goudé était 10 000 fois plus puissante qu'elle. Elle a su sortir du pays et puis dire ce qu'elle a sur le cœur. Voilà. Donc Blé Goudé, c'était possible. C'était possible que Blé Goudé quitte le pays autrement. Je peux te dire, Blé Goudé a participé à des congrès hors de la Côte d'Ivoire, plusieurs fois. Donc ce n'est pas quelqu'un qui était emprisonné en Côte d'Ivoire, qui n'avait pas droit à sortir de la Côte d'Ivoire. Il est sorti maintes fois de la Côte d'Ivoire. Donc ça, tu peux retenir cela. Blé Goudé est sorti plusieurs fois du pays. Il a eu des congrès dans quel pays et quel pays? Tu peux nous les citer? Blé Goudé, il a eu un congrès au Congo. Aïe. Hein,
Il a été au Congo une fois. Voilà. En quelle, Hein? en quelle année et pour quel congrès? Bon, je ne me rappelle pas de l'année, mais tu peux. Blé Goudé, il a été plusieurs fois hors de la Côte d'Ivoire. Voilà. Blé Goudé, il a été plusieurs fois hors de la Côte d'Ivoire. C'est ta position, moi je la comprends. Hein. Voilà. Mais au moment où Blé Goudé menait sa bataille de patriotisme ici, de jeunes patriotes, il avait ingesté tous les Européens, en particulier la France. Donc je me pose la question, dans quel pays Blé Goudé allait partir et puis dénoncer? C'est différent de ce que Kouchounik Balé est en train de faire aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a un président qui est au pouvoir, tu peux sortir du pays quand tu veux, mais quand tu tiens des propos d'insurrection en dehors du pays, quand tu viens en dehors, Quand ils ont poussé les gens à l'abattoir là, il s'est retrouvé au Ghana. je t'ai écouté, il est parti du Ghana comment? J'ai dit quand ils ont poussé les gens hein, à s'entretuer là, il a fui, il est parti au Ghana. Donc, à tout moment. Il est parti au Ghana, il était au Ghana comme quoi? Un exilé. Il était réfugié. Quel genre d'exilé? Des exilés qui vivent dans des étoiles, dans des 5 étoiles? Je t'ai écouté. Non, tu m'as posé une question, laisse-moi, je vais terminer. J'ai répondu. Tu as parlé, j'ai répondu, laisse-moi répondre. Je t'ai écouté. Laisse-moi répondre. Blé Goudé ne t'a pas dans un hôtel de 5 étoiles. Tu ne peux pas nous montrer là. Je ne le soutiens pas. Hein. Je ne le soutiens pas. Mais tu ne peux pas nous montrer ce que Blé Goudé était dans un hôtel 5 étoiles au Ghana. Ça, c'est impossible. Il était dans une cachette et il a été dénoncé par quelqu'un. Et Blé Goudé, autant au Ghana en exil, il dit c'est Ouattara qui m'a aidé à partir du pays. Donc Blé Goudé ne pouvait pas rester là-bas et parler. Parce qu'en ce moment, c'était déjà gâté. Voilà, le pays n'était plus dans les mains. C'est de ça qu'il s'agit. Mais au moment précis où on a dit Bama le convoque chez lui là, si Blé Goudé sortait pour dire, pour dénoncer là, il n'était pas là aujourd'hui, on ne parlait pas de lui, on parlait de lui au passé, pas au présent. Voilà, c'est ce que je vais te faire comprendre. Merci. Ok, Solko, allons-y pour ta motion. Ok, merci Ladine. Le frère qui a parlé, vraiment, bonsoir frère. Merci pour ta prise de parole. Vraiment, je respecte également ta position. Voilà. Je respecte ta position, je respecte ta prise de parole. Mais moi, il y a deux questions pour toi. Après ces deux questions, peut-être je vais rebondir pour poser une troisième question. D'abord, la première question, quelle est l'essence de la politique, selon toi? Et la seconde question, au moment des faits, si tu étais à la place de Blé Goudé, qu'aurais-tu fait? Ce sont mes deux questions. Ok, s'il était à la place de Blé Goudé, s'il était à la place de Blé Goudé au moment des faits, s'il faisait vraiment une lutte de conviction, non, une lutte convaincante, parce qu'aujourd'hui, Blé Goudé n'a jamais travaillé dans sa vie, une lutte qu'ils ont gérée, c'est contre la question qu'il y a dessus, l'argent qui a volé, l'argent qui a volé des marins. Donc, c'était le but de son combat. Mais bref, comme lui, il était dans une lutte de son ventre et de sa bouche, on peut comprendre. Sinon, moi, si c'est vraiment une lutte de conviction, comme ce que Blé Goudé a tendance à le dire, Blé Goudé avait tous les moyens nécessaires, sorti de la Côte d'Ivoire et dénoncer cela. Il n'a pas été le seul. On connaît d'autres personnes qui ont fui le pays et puis hors du pays, ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Il y a Kader qui était dans la rébellion avec les Soro là, mais il s'est retrouvé dans d'autres positions pour dire ce qu'il avait à dire. Je prends l'exemple avant-hier, tout près là. Et l'autre, comment on appelle Kouchounik Balé, elle était dans le pays, elle a pu sortir. Ce qu'elle veut dire là, elle a dit. Brandoumi, elle sort. Je ne vais pas t'interrompre. Tu es en train de faire des comparaisons qui n'ont vraiment pas de sens. Franchement. Ça a des sens vraiment. Non, Sentinelle, ta comparaison, mais non, même pas de sens. Franchement. Parce C'est que une comparaison. tu compares Kouchounik Balé à Blé Goudé qui était vraiment dans le pouvoir. Tu vois, donc ce ne sont pas des comparaisons à faire. En fait, ce que moi je veux dire, c'est que nous on veut dire, on ne défend pas Blé Goudé. Mais si toi tu étais à la place de Blé Goudé, tu aurais fait pareil. C'est possible. Oui, après on va te donner la parole. Après Solko. Oui, Vas-y Solko. Voilà.
tu aurais fait pareil. Maintenant, aujourd'hui, ils ont... En fait, c'est pourquoi nous on dit, quand Dieu fait ton palabre là, tu n'enlèves pas habit. Aujourd'hui, le président Ouattara, moi, la seule chose qui me réjouit actuellement, ça fait plus de 2 à 3 semaines. En tout cas, aucun des panels, on ne voit pas de panels où on est sur le président Ouattara. Vraiment, ça me réjouit. Quand il me lève le matin, je suis très content. Au-delà de ça, aujourd'hui, c'est une gloire. Voilà, quand Blé Goudé sort, qui communiquait, où il n'y avait pas d'intermédiaire en lui et Gbagbo, qui dit, ils m'ont mis en genoux en présence de Gbagbo, de Nadi Bamba, chez Nadi Bamba, parce que j'aurais demandé lors de l'émission avec, comment on appelle, bon, j'oublie. Issa Sangaré Yereso. Voilà, Issa Sangaré Yereso. De demander, quand j'ai demandé le désarmement, parce que cette émission demandait de dire la vérité. C'est comme, il y a une émission qui passe sur RTONI, Instant Vérité. Ce que tu dois là, c'est la vérité. Lui, sa vérité, c'était que Soro Diom désarme. Après 3 jours, on le convoque. Et puis on vient lui dire, mets-toi en genoux, demande pardon. Bon, mets-toi en genoux, c'est une manière de dire, faut t'humilier pour demander pardon. Ça, c'est mon analyse. Mais, lui, il dit, il est qui pour ne pas faire cela? Mais s'il faisait le contraire, comme Che Guevara l'a dit, qu'est-ce qui allait lui arriver? Lui pouvait sortir, il pouvait quitter le pays et sa famille. Ça, c'est quelque chose vraiment... Aujourd'hui, tous ceux qui ont combattu le président Ouattara viennent rétablir la vérité, c'est une gloire. Oui. Et deuxièmement aussi, ils l'ont convaincu que les armes qui étaient avec Soro, c'était pour se retourner contre... Pas contre Gbagbo, contre le président Ouattara. Donc lui, pour lui, c'était une manière de lui mettre en confiance. Pour dire, voilà la lutte qu'on mène, tu t'attaques au monsieur pour rien. Alors que ces armes vont servir à enlever Ouattara et nous on reste définitivement. Mais comment pourrais-tu dénoncer cela alors que c'est une nouvelle qui va dans ton sens? C'est à la dernière minute qu'ils se sont rendus compte que c'était pas ça qui les a trahis. C'est de ça on est en train de parler. Non, mais c'est ça. Tu vois, là je ne vois pas le shérif qui veut que le RADP reste au pouvoir pendant plus de 100 ans, va venir soutenir Blé Goudé pour venir renverser ou enlever le RADP au pouvoir. Non, ça n'a pas de sens. Mais non, on se réjouit. Voilà, parce qu'on a passé tout le temps en train de dire le président Ouattara n'est comment on appelle, reproché ni de près ni de loin à cette rébellion. Mais les gens disent non, c'est le président Ouattara. Mais quelqu'un qui a combattu le président Ouattara au forum de la réconciliation, qui a dit tout et n'importe quoi sur le président Ouattara parce qu'il était dans son rôle de populiste, aujourd'hui qui vient rétablir la vérité. Et tous ceux qui étaient auprès de Laurent Gbagbo ne viennent pas démentir. Aucun ne dit que le président, comment on appelle, Charles Blé Goudé, tout ce que Charles Blé Goudé a dit, qu'est-ce qu'il a démenti? Non. Personne. Konaté Navigueur sorti n'a pas démenti. Effectivement. Celui qui est sorti sur une chaîne là, il est sorti, il n'a pas démenti. Demba Traoré est venu, il n'a pas démenti. Personne n'a démenti. En fait, dans sa son, on se pose la question, mais attends, on était dans quoi? On se pose cette question, on était dans quoi? Donc vraiment, ce n'est pas long. Vu qu'elle a pris ma prise de parole, là, j'ai dit au frère, ma première question, l'essence de la politique, c'est ça. L'essence de la politique, on fait la politique, mais quand la balle vient de l'adversaire, cette balle-là devient un avantage pour toi, et puis tu prends ça, tu communiques dessus, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est la politique. Voilà, merci. Monsieur Koulibaly, ferme ton micro. Plaque d'acier, bonsoir. Plaque d'acier. Bonsoir, grand frère Zadi. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Bien fait grâce à vous, alhamdoulilah. Bien, merci. Maintenant, Certains de mes partisans ont dit nous voulons la fixation de la date des élections le plus tôt possible. C'est ça qui nous intéresse. Mais c'est vrai que dans un pays qui a connu la guerre, le problème du désarmement est toujours le problème central. On a connu ce débat-là au niveau de la Sierra Leone, on l'a connu au Libéria, on l'a connu à RDC. Donc quand un pays a connu la guerre, le problème du désarmement est toujours un problème. Nous prenons les précautions. Et là, je viens de présider une réunion avec, outre le président de la CEI et quelques-uns de ses vice-présidents, avec toutes les forces de sécurité de Côte d'Ivoire pour voir comment organiser la sécurisation des élections. Donc une réunion qui s'est bien passée. C'est bien passé, vous êtes confiant dans le processus? Oui, moi je suis... Mais tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont très excités à l'idée d'aller très prochainement aux élections. Ils sont très confiants. À
commencer par les responsables de l'ONU, par ceux de la CEDEAO. Nous sommes tous confiants. Nous sortons d'un grand trou noir et aujourd'hui, nous voyons le bout du tunnel. Nous voyons le jour. Nous sommes tranquilles, nous sommes heureux. On voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Le corps de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler. C'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. C'est ça qui est important. Voilà. Allez-y comprendre maintenant quelque chose dans la sortie des Bleus Goudé. Là, c'était ça. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Moi, j'ai compris le sens de la vidéo. Alors, on va venir à Reine-Mère. Reine-Mère, bonsoir. Reine-Mère, bonsoir. C'est pas femme, c'est une fois qui a changé son profil, mais parce qu'elle souvent, elle parle beaucoup. Reine-Mère, est-ce que Reine-Mère est là? Reine-Mère. Ah, t'es monté, si t'as bu Tchapalo, puis t'as sommeil, faut nous dire. Mon niveau, là, dis-moi, je ne bois pas Tchapalo, je suis ta cousine. Ah, d'accord, ma cousine, bonsoir. Je suis montée sans savoir où j'étais Pardon. en bas. Pardon, ma cousine. Bonsoir à vous. Bonsoir, ma cousine. Je suis en bas. J'aime bien mes cousines. Ok. Mais moi, je suis montée sans savoir. Non, il n'y a pas de problème, Reine-Mère. Alors, c'est vrai, il faut clarifier. Solko, je voulais te remercier, toi et puis, chose comme on appelle, Che Guevara, parce que dans notre camp, au RHDP, souvent, il y a ce genre de questions que nous devons répondre. Vous voyez, c'est ça la démocratie au sein de notre parti. Voici un sujet où on n'a pas les mêmes points de vue sur le sujet, mais on arrive à s'entendre, on arrive à s'expliquer. Tu imagines que ces deux bords, ou bien deux soroïstes, ils ne s'entendent pas, ça va en cacahuète. Donc nous, on arrive à expliquer nos points de vue concernant la sortie de Charles Blé Goudé. C'est pas pour autant dire qu'on jette du revers de la main les choses, l'analyse ou les points de vue de nos frères qui sont ici. On ne rejette pas du point de... voilà. On ne fait pas la promotion de Blé Goudé parce que nous, on sait que c'est notre adversaire farouche demain. Et nous, on a les armes pour et on est préparé pour. Ça, on vous le dit. Et moi, j'aimerais rassurer ici tous les militants du RHDP. Que Dieu nous accorde longue vie et santé. Vous allez voir, quand la vraie bataille de communication va commencer, vous n'allez pas nous connaître. Donc, nous, notre force aujourd'hui, on a une bonne communication qui est bien ciblée et on a tous les éléments pour. Mais le seul problème chez nous au RHDP est que les activistes, on n'arrive pas à nous unir. Voilà, il y a les problèmes d'ego, celui-là se croit un peu supérieur à l'autre, donc il y a ce petit problème. Sinon, je vous jure, avec tout ce qu'on a comme activistes du RHDP, si les gens réussissent à nous mettre ensemble, vraiment ça c'est une machine, hein? C'est une vraie machine. Et vous l'avez vu pendant la campagne électorale, jusqu'aux élections, jusqu'après les élections, vous avez vu la communication que nous avons déployée sur le terrain. Parce que la stratégie c'était quoi? C'était d'aboutir à un coup d'État, puisqu'ils ont tous prévenu au chaos. Donc nous avons d'abord, premièrement, réussi à donner la confiance aux Ivoiriens et à nos militants. Ça, c'était la première des choses. Parce que qu'est-ce que l'opposition voulait? Il voulait créer un climat de tension, un chaos total. Vous savez, quand il y a le chaos dans le pays, donc les gens ont peur, les gens ne peuvent pas aller voter. Mais malgré cela, il y a eu près de 4 millions et quelques de votants, voilà, qui sont sortis pour aller voter. Alors que ça, déjà, ça mettait en mal la stratégie de l'opposition. L'opposition, leur stratégie même, c'était d'empêcher les élections. Voici des gens qui n'ont pas participé à une élection et c'est eux qui nous font le point sur le taux de participation. Pourtant, il y avait les observateurs indépendants qui étaient là, c'est de la CEDEAO et autres, qui ont dit que les élections se sont bien déroulées à part quelques endroits, quelques régions, je dirais même quelques bureaux des opposants où il y a eu un peu de grabuge. À part ça,
tout s'est bien passé. Donc, eux, leur intention, c'était pas ça. Hein? C'était 2020 bis. Donc, bref, pour dire quoi, on a reçu une bonne communication. Moi, je pense que ça, c'est un message pour les activistes de notre parti. Voilà, il faut qu'on mette nos égos de côté. Voilà, moi, je ne me crois pas supérieur aux autres activistes. Nous sommes sur le même point voilà, des trucs. Voilà, il faut qu'on arrive à faire une sensibilisation. C'est-à-dire que, pour moi, hein, moi, ça, c'est mon avis. Hein, voilà. On aurait dû créer une familialité entre nous, créer une plateforme où on peut mener des actions ensemble, comme le fait aujourd'hui l'opposition. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à croire ces gens de messages rapidement? Parce que les pro-Gbagbo sont étonnés lorsqu'il y a ces gens de révélations sur le coup. Ils sont étonnés. Pourquoi? Parce que depuis que Guillaume Soro a quitté notre camp, ce n'est que le mensonge. Ils sont servis à longueur de journée. La propagande, le mensonge, la diffamation. Donc, bref, c'est pour vous dire que, en force de mentir aux gens, en force de dire des contre-vérités que les gens ont tellement avalé, donc, quand on apporte la vérité, les gens sont surpris et ils sont étonnés. Même le frère que je salue ici, Commando Invisible, on n'a pas souvent les mêmes analyses. Hein. Voilà. Lui nous dit, fais tentation, c'est le serpent. Nous on dit oui, on sait. On sait que c'est le serpent. Mais comment noyer le serpent demain dans son propre eau? Donc c'est en cela que nous partons pour, bien évidemment, éviter les incompréhensions entre nous. On a un frère même qui a fait une sortie ici à Nikelé, j'ai vu de parler parce que moi, quand je prends la parole au sujet des associations, je vais vous dire la vérité, je serai interpellé. Ben, moi, il est va même dangereux, mais moi, quand tu me provoques là, tout ce que tu as dit avant là, moi, il sort tout. Hein. Moi, il ne vient pas dans le combat pour venir te caresser dans le sens du poil. Non. Moi, il sort les vrais missiles. Donc, tu t'imagines qu'il est parlé, il va aller me répondre. Alors qu'il y a des missiles qui sont prêts dans mon ordinateur à l'air là. Quand il a commencé à les exploser, tout de suite, vous allez voir que l'opposition va récupérer. Ils vont me dire, oui, là, il vient à Abidjan. Voilà, alors que moi, il n'y a pas de congé, allez laisser réconciliation. On m'a déjà fait ça en 2020. Donc, pour moi, j'évite le gars même. Je l'évite. Ben, moi, le jeu, il va s'attaquer à moi. Ah, je lui dis en même temps, hein, s'il regarde mes vidéos, il n'a qu'à regarder. Parce que moi, il y a une bombe ici de 2015, 2018, jusqu'en 2020. Le jeu est sorti ça là. Ah, lui-même, il va se poser la question, où tu es quitté, tout ça là. Non, ça pourquoi l'ancien bandit de CD. L'ancien bandit de CD. C'est pourquoi il vise Zazo dans 2 jours là. Quand il y a son débat, mais je quitte là-bas. Zazo, c'est. Ouais, c'est en tout là, Fasco, comment tu vas? Alors, commandant invisible, bonsoir. On a vu le ministre de la Défense prendre contact avec les populations d'Abobo, j'ai vu les images. D'abord, commandant invisible va faire son entrée sur ça d'abord et puis il va continuer. Merci beaucoup. Bonsoir Lagui. Bonsoir mon frère et ami, combattant de lutte, commando invisible. Merci infiniment. Tous mes respects à toi Lagui, au même titre que Riché et Solko, sans oublier tous les autres panélistes, tous ceux qui t'accompagnent dans ce combat-là, ce combat noble que tu mènes. Merci infiniment à toi d'œuvrer donc au triomphe. Bonsoir, commando invisible. Les poirets du voyage qui salit. Je suis très fier de toi. Merci, le lion. Il avait disparu. Hein. Depuis là, il a appelé, il n'a pas répondu. Il a vu commandant invisible s'est levé. Voilà, oui. Merci, le lion. Merci. Donc, une fois encore, bonsoir à tous. Merci donc du travail que tu fais, Ladi, pour le triomphe de la vérité sur le mensonge. Pour permettre toujours à cette lumière-là de s'imposer à l'obscurité. Pour ce qui est de l'entrée en matière concernant donc la présence de photocopies à Bobo, félicitations à tous. Je ne sais pas si la décision avait été entérinée par la direction avant. Toujours est-il que on a été très content après un de tes panels de savoir donc que photocopie a été choisi pour donc briguer la mairie d'Abobo. C'est une très bonne nouvelle parce que Abobo le mérite. Abobo a une histoire sacrée. Donc que ce soit la photocopie, le petit frère du président lui-même, le ministre de la Défense actuel, au cadre du
Telogo, qui soit aujourd'hui le maire, candidat maire donc d'Abobo, c'est une très très bonne nouvelle. Pour dire quoi? Pour dire que le président lui-même est conscient de l'importance d'Abobo. Il est conscient de l'importance stratégique d'Abobo dans la conservation du pouvoir du RHDP, et il se rappelle, comme il a toujours dit, de ce passé-là où Abobo était en première ligne. Abobo, nous le rappelons encore une fois, fait partie de la ligne de feu du RDR des années 94. Cette ligne de feu qui partait d'Agnaman jusqu'à Djamé en passant par Abobo. Lorsque la mobilisation commençait à Abobo, Abobo était rejoint par les militants d'Agnaman qui s'ajoutaient à ceux d'Adjamé. On va dire qu'en ce moment-là, Abidjan sentait que le RDR était en mouvement. Abidjan sentait qu'il y a une force qui s'était réveillée. Donc sa présence aujourd'hui, avec sa prise de contact qu'il a avec la population, c'est un très bon départ. Il a décidé, avec son équipe de campagne, de faire une sorte de proximité, en commençant par les responsables chefs traditionnels, chefs religieux. C'est une très bonne chose. D'ici le 8 décembre, ou encore la date des élections municipales, ça va aller crescendo. La date des élections municipales aussi, ça va aller crescendo, au point où il va y avoir une symbiose qui va se créer entre le ministre de la Défense et justement les populations d'Abobo, qui, certes, en ont entendu parler, seront très ravis qu'il soit le premier magistrat de leur ville. Donc c'est de leur commune. C'est important, Abobo le mérite, et dans les propositions qu'on avait faites sur ton panel, nous ne sommes pas trop trompés entre lui et Hams, mais finalement, c'est photocopie qui a été retenue. C'est une très très bonne nouvelle. Parce que si les soroïstes ont des idées dans la tête, ce qui n'est pas écarté, la seule commune où ils pourront peut-être s'appuyer, il y a deux choses. Soit ils sont convaincus que Yopougon va se rallier à eux, mais ils essaieront de commencer par Abobo. Donc il faut un homme fort à la tête d'Abobo, au point justement de détenir les leviers et tous les mécanismes de la politique à Abobo. Donc nous sommes très très contents justement du fait que le ministre de la Défense soit aujourd'hui en pole position pour récupérer Abobo. Alors ceci dit, nous saluons encore tout le monde, sans oublier les 11 victimes qui nous ont quittés récemment à l'occasion donc du Front commun, du mot d'ordre du Front commun. Et puis l'autre point aussi, en dehors de la présence du ministre de la Défense sur Abobo, c'est l'incendie des bus de la Sotra Abobo. Donc nous demandons aussi que les enquêtes soient poussées et soient menées au point donc de savoir quels sont ceux qui sont justement à la base de ces incendies des bus, notamment ceux d'Abobo. Alors nous préconisons, nous conseillons à l'État, dans le futur, s'il serait possible, de privatiser peut-être la Sotra de moitié, au point où la sécurité, notamment avec l'installation des caméras, fera que on aura moins d'incendies dans le contexte électoral. Alors ceci dit, nous avons aussi appris que Brandoumi avait été convoqué, donc il est aujourd'hui face à la justice. Il faut que cette procédure-là continue pour Brandoumi, mais pour tous les autres qui ont été impliqués dans le Front commun, notamment ceux qui sont encore hors du pays. Et une fois qu'ils vont rentrer, il faut effectivement que les choses continuent comme ça, sans s'arrêter, afin qu'en 2030, on n'ait pas affaire à ce type de situation. Alors, lorsque Blé Goudé, pour venir donc au thème du sujet, Blé Goudé est intervenu, quelques jours après, ou même pas 2 jours après, Bemba Traoré est arrivé sur le même plateau de télé. Alors, j'étais un peu quand même curieux, je voulais l'écouter, je voulais savoir ce qu'il allait nous dire. Et puis bon, je n'ai pas dit que je n'ai pas été déçu, mais j'ai été déçu, j'ai été déçu dans le mauvais sens. Alors, Demba Traoré est venu, il est venu avec un Coran et il a essayé donc d'accabler Blé Goudé en disant certaines choses, que Blé l'aurait présenté à un cyberactiviste à la CPI, qu'il a présenté comme son bazooka,
Et puis quand sur le bazooka de Blé Goudé, un cyberactiviste au nom de Boka qui s'est attaqué à eux. Donc il a aussi dit qu'il a pris Blé Goudé en flagrant délit des divisions du FPI. Et il a aussi dit qu'il n'a jamais eu de désaccord entre lui et le président Gbagbo. Il a dit beaucoup de choses. Donc j'ai retenu pour moi 4 séquences dans ce que Demba Traoré a dit pour dire que Demba Traoré est à côté de la vérité. Demba Traoré, le 25 janvier 2003, Demba Traoré répondait à une interview de Abel Douali, qui était journaliste à Facilité Matin Info. Demba Traoré disait le 25 janvier 2003, s'il y avait l'exclusion en Côte d'Ivoire, je ne serais pas au poste que j'occupe au FPI. C'était dans l'interview accordée par Abel Douali dans Facilité Matin.info. S'il y avait l'exclusion en Côte d'Ivoire, je ne serais pas au poste que j'occupe au FPI. Et dans l'émission sur NCI, Demba Traoré a dit ceci. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une part de tribalisme. Tu es du Nord, on considère que tu ne peux pas être loyal à Gbagbo. Au même moment que le même Demba Traoré, il y a quelques années en arrière, le 25 janvier 2003, niait le fait qu'il y ait de l'exclusion en Côte d'Ivoire. Il reconnaît aujourd'hui, dans l'interview qu'il a accordée récemment, que dans le fond de cette affaire, Nadi Bamba et Blé Goudé, il y a une part de tribalisme. Pour lui, au FPI, on considère que si tu es du Nord, tu ne peux pas être loyal à Gbagbo. Autrement dit, Demba Traoré a menti parce que le 25 janvier 2003, il a dit qu'il n'y a pas d'exclusion en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il dit, dans l'enceinte même du parti au pouvoir de l'époque, il y a des exclusions, puisque lui aujourd'hui, il est exclu parce qu'il est du Nord. Ça c'est de 1. De 2, on lui pose la question et il répond qu'il n'a jamais eu de désaccord avec le président Gbagbo pendant ses 10 ans de pouvoir. Il va répondre que Dieu m'en garde. Autrement dit, en 10 ans de pouvoir, en dépit de tout ce que Gbagbo a posé comme acte, en dépit de tout ce que l'entourage de Gbagbo a posé comme acte, Demba Traoré dit que Dieu lui en garde si jamais, pendant ces 10 ans-là, il y a eu un désaccord entre lui et Gbagbo. Autrement dit, il a cautionné au même titre que Nadi Bamba les dérives du régime du FPI. Il dit encore que s'il y a des milliards qui ont circulé dans la campagne ou pendant la campagne, moi, Demba Traoré, je ne suis pas au courant. Mais de qui se fout-il? De qui se moque-t-il? Comment peut-il dire que lui, Demba Traoré, s'il y a des milliards qui ont circulé pendant la campagne présidentielle de 2010, lui, il n'est pas au courant de quoi que ce soit. Donc c'est pour dire, cet homme ne dit pas la vérité. Il est arrivé pour défendre Nadi, pour défendre Gbagbo, mais il n'a pas de reste jusqu'à preuve du contraire. La nouvelle menace contre la Côte d'Ivoire. Jusqu'à peu du contraire, Soro Guillaume reste la nouvelle menace envers la Côte d'Ivoire. Et que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, pour ne pas dire hier, aujourd'hui, demain, Soro Guillaume doit être tenu sous surveillance étroite, de près ou de loin, comme le lait sur le feu. Il reste aujourd'hui la nouvelle menace, au même titre que le terrorisme, la nouvelle menace envers la Côte d'Ivoire. Car Soro est capable de transformer les membres de la galaxie patriotique, les membres du Front commun, l'entourage de Gbagbo. Soro est capable de les transformer en terroristes. Il est capable de les recruter et de les transformer en terroristes. Soro en est capable. Donc il reste aujourd'hui la nouvelle menace envers la Côte d'Ivoire. Parce que si Soro réussit à les faire, on va estimer que c'est un problème ivoirien. Et il peut le faire, il a l'intention de le faire. Je me demande même s'il n'a pas commencé déjà à l'envisager. En recrutant ces gens-là qui se réclament les Gbagbo, qui sont passés par là, en exil ou pas, et faire d'eux des gens, parce qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire, ils connaissent notre pays, ils connaissent les villes, et amener ceux-là à s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Soro en est capable. Il est capable de transformer ces gens-là en terreau. Ça c'est 7e leçon. 8e leçon.
Soro Guillaume est l'inspirateur d'un monsieur comme Sédhiou Konaté par le fait qu'il s'oppose aux décisions de la direction du RHDP, comme hier, Soro Guillaume lui-même s'est opposé au choix du président Alassane Ouattara. Si vous voyez des gens comme Sédhiou Konaté aujourd'hui bomber le torse, dire qu'ils vont aller en indépendant, après tous ceux dont ils ont bénéficié, ils s'inspirent de Soro Guillaume. Donc Soro est l'inspirateur de Sédhiou Konaté. 9e, Sédhiou Konaté est bel et bien Kiss Yapi. Vu sa déclaration qu'il a pondue au lendemain de la sortie de Blé Goudé, j'en tire la conclusion que Sédhiou Konaté est bel et bien Kiss Yapi. 10e leçon, Dieu protège le président Alassane Ouattara. Dieu aime le président Alassane Ouattara. Nous partons du consulat que Dieu nous aime tous, mais Dieu a démontré à quel point il a mis sa main sur cet homme-là. Il a mis sa main sur Alassane. Il a mis sa main sur la Côte d'Ivoire. 11e leçon. La question c'est de savoir entre l'amour de l'argent et l'amour de la Côte d'Ivoire, où se situe la nouvelle génération qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire de demain. Quand on voit que Soro Guillaume, avec son groupuscule ou son conglomérat de jeunes, sans oublier Nadi, ont été capables de dealer comme ça, mettant en jeu la vie des milliers et des millions d'Ivoiriens. Donc je me demande, parce que quand on dit deal, on dit intérêt financier. Quand on dit deal, on dit intérêt mercantile. Donc ils avaient financièrement quelque chose à gagner dans ce deal en 2007. Et on l'a bien vu, on l'a démontré. Soro prenait la primature, il avait des gens qui partaient à la police, à la gendarmerie, dans l'armée, aux impôts, dans les ministères juteux, même dans les ambassades. Donc entre l'amour de l'argent et l'amour de la Côte d'Ivoire, où aujourd'hui se situe cette nouvelle génération qui se réclame de Soro Guillaume et encore de Gbagbo Laurent. Donc c'est une leçon que nous devons tirer. Au point où quelqu'un vient nous dire que lieu du GPS, poser la question entre l'argent et l'amour de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que toi tu préfères? Qu'est-ce que toi tu peux choisir? Parce qu'on a bien vu que Soro a privilégié l'argent, le bien matériel, au détriment de la vie des milliers d'Ivoiriens. Toi qui te réclames le GPS, qui s'appelle Diomandé, ou encore qui t'appelle Kiwafori Soro, ou encore Souli pour ne pas salir ma bouche, ceux-là, demandez-les quel est leur degré d'amour pour la Côte d'Ivoire. Quel est le degré d'amour pour la Côte d'Ivoire? Parce que Soro a démontré en 11e leçon que lui, il privilégie l'argent. 12e leçon. Deuxième leçon, il est temps que nos pasteurs, ces évangélistes, pour ne pas dire l'Éternel des armées, ils doivent demander pardon aux Ivoiriens. Parce que ceux-là, dans leur chapelle, ils ont fait croire que la crise ivoirienne était une crise religieuse. Ils ont mis dans la tête de leurs fidèles qui devaient haïr les sympathisants du RHDP, du RDR et le président Alassane Ouattara. C'est la leçon aussi que je tiens, parce que quand Blé Goudé parle, Blé Goudé dit il allait voir le pasteur Béon afin d'intercéder auprès de Gbagbo. Autrement dit, l'emprise de la religion catholique n'est pas à négliger. Et on a bien vu ici que dans des églises, à la place de la République, à la présidence de la République, les évangélistes priaient en traitant le président Alassane Ouattara de tout le nom, en le comparant à l'innommable, à l'incroyable, à l'impensable. Donc aujourd'hui, ces pasteurs, ces évangélistes-là, ils sont aujourd'hui en droit ou dans l'obligation de demander pardon pour faire les mea culpa. Certains ont commencé à le faire, certains le font via Makoso, mais c'est de bonne guerre. 4e leçon, il faut retenir que la communauté internationale, elle peut s'impliquer autant de fois dans une crise. Et ça, c'est une leçon qu'il faut qu'on retienne. Mais tant qu'elle ne contrôle pas les réalités qui sont propres à un pays, elle va continuer à compter les morts par milliers. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Thabo Mbeki, Feu Eyadema, qui d'autre encore, Feu Kérékou, ils sont impliqués dans la crise de la Côte d'Ivoire dès les premiers jours. Mais il y avait des données en interne qu'ils ne maîtrisaient pas. Notamment ce bicéphalisme au sommet de l'État, en d'une part Simone, d'autre part Nadi et Gbagbo lui-même. Donc la communauté internationale, elle peut s'impliquer autant de fois qu'elle veut dans une crise. Mais si elle ne contrôle pas ces mécanismes internes, cette cuisine interne au pays en conflit, elle passe à côté.
Raison pour laquelle on est passé jusqu'à 7 accords avant d'aboutir à celui de Ouagadougou en 2007. 15e leçon, il faut dire au panafricanisme de dimanche, au Franklin Nyamsi, aux journalistes, aux journalistes pyromanes, Alain Foucault, Jules Domché, Nathalie Yam, il faut dire à ce panafricanisme-là et consorts que les guerres en Afrique sont aussi et très souvent provoquées par les Africains eux-mêmes. On l'a bien vu avec le cas de la Côte d'Ivoire. C'est pas tout le temps l'Occident qu'il faut indexer. Le cas de la Côte d'Ivoire nous a démontré qu'il y a des guerres chez nous qui sont nourries, provoquées par nos frères et sœurs. Quand on dit à Bleu Goudé que les armes que Soro a, ce ne sont pas les armes qui seront utilisées contre les gens des Gbagbo, ça en est la preuve. Et on est parti comme ça jusqu'à occasionner le départ dans l'autre monde de 3000 personnes ou plus. Donc à ce panafricanisme-là, il faut rappeler que les conflits, les guerres chez nous ne sont pas forcément, ils sont aussi et très souvent provoqués par des Africains eux-mêmes. Et à partir de là, elle a dit, je vais faire un break pour dire que ces leçons-là que moi, à titre personnel, j'ai tirées, j'espère qu'on prendra le temps de méditer là-dessus. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, Blé a lâché une bombe. Et je ne pense pas que Blé Goudé, irait plus loin que ça. Pour moi, il ne va plus rien dire. Il va s'arrêter là. C'est que les considérations à la fois religieuses, régionales et tribales qui vont entrer en ligne de jeu. Si on est sûr, si cette personne pense que ce que Blé va dire risque d'éclabousser Gbagbo, il n'ira pas plus loin. Parce qu'il a dit Gbagbo est son mentor. Il donne tout le droit à Gbagbo sur sa personne. Il peut encore apporter beaucoup à Gbagbo. S'il est persuadé que ces prochaines déclarations vont nuire à l'image de Gbagbo, alors il ne va plus rien dire. Il ne va plus rien dire. Donc, j'aimerais tirer mon frère à main à ce niveau-là, et puis te remercier et laisser la parole aux autres. Merci, commandant invisible. Puisque toi-même, le premier jour, tu ne l'as pas raté, et c'est vrai. Et quand tu écoutes son narratif à la fin, il demande à ce que Gbagbo lui donne une chance, qu'il revient pour ressouder le morceau qui est en ce moment dépendant. C'est vrai. Donc, je vois ce que tu es en train de dire. Parce que là, il faut qu'on le pousse à bout. Parce que là, si on ne le pousse pas à bout, je ne pense pas qu'il va dire un mot. Mais je sais qu'il va faire des sorties de temps en temps pour, bien évidemment, répondre au camp qui soutient Gbagbo. Nous, c'est nos souhaits. Même s'il ne tape pas Gbagbo, il n'aura parlé du camp de Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour prendre Laurent Gbagbo en otage? Nous, c'est de ça qu'on a besoin. Mais la bombe qui vient de lâcher, ça fait beaucoup de dégâts, ça fait beaucoup de bruit. Pour l'heure, on s'en tient qu'à ça. Il y a Che Guevara qui veut faire une motion. Che Guevara, oui, vas-y. Non, là, justement, moi qui a Oui, Solko, vas-y. Vas-y, Solko. Ok, vraiment, merci. Moi, je ne serai pas loin dans ma motion. Ma motion, c'est de savoir, avec la bonsoir, commando invisible, vraiment, merci pour cette analyse. Avec la sortie de Bleu Goudé, est-ce que les gens, on peut encore on peut poursuivre le camp Laurent Gbagbo pour les faits qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire? Parce que là, avec la révélation de Bleu Goudé, c'est grave. Est-ce qu'on peut les poursuivre? Moi, c'est ma préoccupation. Si on peut les poursuivre, vraiment, je pense que les démarches peuvent être entreprises. Donc, je veux savoir, est-ce que les faits pour lesquels ils ont été déjà jugés à la CPI, là, pour ceux pourquoi ils ont été acquittés, est-ce qu'on peut requalifier les faits pour dire les Djali y a eu en Côte d'Ivoire, c'est du fait de Laurent Gbagbo et essayer de les poursuivre pour ce qu'ils ont causé à la Côte d'Ivoire, comme malheur, comme tort. Je voulais savoir quoi. Moi, je ne pense pas, mais on va écouter quand même commandant invisible. Bon, à titre personnel, Solko, je ne pense pas. Je pense que si l'État de Côte d'Ivoire voulait donc noyer Gbagbo, c'était quand il était encore à la CPI. À ce moment-là, il suffisait de trouver les éléments qui ne manquaient certainement pas pour le confondre à la CPI.
Et n'oublions pas que c'est dans un cadre de la réconciliation nationale, à la demande des deux commissions, celle de Bani et celle du prélat, dont le nom m'échappe. C'est à la demande de ceux-là, quand ils ont rendu le rapport de la commission, donc vérité et réconciliation, le ressenti qui est revenu une fois, deux fois, c'était que l'État de Côte d'Ivoire s'implique dans le retour du Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui pourrait pu être un accélérateur pour la réconciliation. Donc à partir de là, l'État de Côte d'Ivoire, d'une façon ou d'une autre, facilite son retour, donc elle ne peut pas encore se dédier en le poursuivant. Ça c'est de 1. Secondo, on ne tire pas sur une ambulance. Vous comprenez? Si il fallait tirer une ambulance, le 11 avril 2011, le problème était réglé et puis c'était fini, quand il a été capturé. Mais s'il est sorti de là-bas vivant, à la demande du président, aujourd'hui, il faut le laisser partir tranquillement, lentement, mais il s'appelle mort. Donc, lancer encore une affaire judiciaire serait de faire de lui un martyr, serait faire de lui un héros. Oh oui. Or, c'est ce qu'ils veulent qu'on comprenne les gens du PPACI et du FPI. Et c'est en cela que nous on dit que le bon Dieu a vraiment inspiré le président Alassane Ouattara le 11 avril 2011. Parce que si quelque chose était arrivé à cet homme-là, aujourd'hui, l'histoire serait réécrite. On devrait présenter comme le Foti Lumumba, le Foti Sankara, ainsi de suite. Heureusement qu'il a été pris vivant, il a été pris en vie. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Et sa démarche, les propos qu'il a tenus ont démontré en fait qu'il était loin, qu'il était très très loin d'un panafricaniste ou d'un combattant. C'était pas un héros. Donc aujourd'hui, si on ouvre un de ces judiciaires, on fait de lui un héros que les Camerounais vont reprendre, les communicants souris vont reprendre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc laissons-le tel qu'il est, marcher à reculons, mettre 2 minutes pour faire un pas, mettre 10 minutes pour poser le deuxième pied, laissons-le aller comme ça, tranquillement, et après, on n'en parlera plus, rien qu'au passé. Oui, moi je partage aussi cette analyse de commandant invisible. Solko, quand tu regardes Gbagbo aujourd'hui là, je t'invite à aller regarder sa dernière sortie là. Quand il était en train de rejoindre la salle de réunion, franchement, moi j'ai eu des pincements que c'est un monsieur qui est beaucoup fatigué. Moi j'ai l'impression que Gbagbo, ça c'est mon impression, ça c'est mon avis personnel. J'ai l'impression que Laurent Gbagbo, ils ont diminué son âge. Parce que quand tu le vois en apparence, il apparaît plus vieux que le président Alassane Ouattara à 80 ans. Donc, il est fatigué même. Tu sens que le monsieur, il est fatigué. Et lui-même l'a dit dans son interview avec Alain Foucault qu'après les législatives, il va prendre sa retraite. Il a fallu encore la même Bamba pour dire que ce n'est pas encore fini, que Gbagbo, à son dernier mot, a dit que c'est un commandant qui n'abandonne jamais le navire lorsqu'il y a naufrage. Donc, laissons eux-mêmes faire le bon travail, comme l'a dit le frère commando invisible. Parce qu'il ne faut peut-être pas faire de lui un héros, ce qui est le souhait de Gbagbo aujourd'hui, parce qu'il a échoué en tout. Il a échoué en tout. Moi, je pense qu'il faut le laisser comme ça, voilà, ça serait encore mieux. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, si sur le côté, il y a quelque chose à ajouter, il n'y a pas de souci. Non, vraiment, vous avez raison. Ça, c'est vrai. En fait, je doutais parce que j'ai été quitté pour un faire. C'est pourquoi il n'y a pas de réqualification. En tout cas, j'ai compris parce que faut pas lui donner une occasion où il va sortir encore en héros. Voilà, donc c'est vrai, voilà, faut les laisser mourir de eux-mêmes leur propre mort, parce que c'est mieux ainsi. Vraiment, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci. Fasco, le vendeur de CD. Ah, le vendeur de CD. Comment tu vois? Non, mais c'est vrai, c'est que le commandant invisible dit, ma grande soeur, fais-moi Western Union, il y a besoin de l'argent. La vie. Comme chose. Ouais, Che Guevara, oui, Che Guevara, ta motion, pardon, excuse-moi, Che Guevara. Ouais, bien fait, commando, bonjour, une très bonne analyse. Toi, tu es bien auprès du roi de l'Angleterre, hein, pour être vraiment un conseiller. Parce qu'au RHDP, il y a tout, il y a Gakbo, Ladi Shérif qui est là, voilà, vous êtes le commando invisible et une bonne analyse. Ma question est la suivante. Est-ce qu'avec les révélations de Blé Bouté, et à la fin de ces révélations, il demandait à ce qu'on lui donne une chance? Est-ce que c'est possible que cette chance-là
qu'on lui accorde pour pouvoir ressouder la gauche. Ça, c'est la première question, avec ce qu'il a eu à dire et tout et tout. Et la deuxième question, c'est que Mme Nan dit qu'on n'a jamais vu sur la scène politique, soudain, tout d'un coup, aujourd'hui, tout d'un coup, on comprend que celui qui dirigeait le pouvoir de Laurent Gbagbo pendant la crise. Est-ce que ce n'est pas elle qui dirigeait le monsieur, ou bien ce n'est pas elle qui a pris le monsieur en otage, comme l'avait dit Awa Dombelo quand il disait dans son interview que Laurent Gbagbo a été pris en otage et on lui demande de donner le nom et dit tout le monde le verra. Est-ce que ce n'est pas cette révélation qui est en train de sortir de l'eau? Je voulais savoir un peu parce qu'elle n'est pas politique, mais soudain aujourd'hui, elle dirige l'appareil politique du PPACI. C'était ça ma question, Raphaël. Ok, écoute, merci pour tes deux questions. La première question, c'est à savoir si on peut accorder une chance à Bleu Goudé. Et là, tu t'adresses au PPACI ou aux Ivoiriens dans leur ensemble? Au PPACI. Au PPACI. Voilà, PPACI peut l'accorder une chance comme il a lui-même le demande. Est-ce que c'est possible vu ce qu'il vient de dire et dénoncer aujourd'hui? Oui, je pense que le PPACI peut lui accorder une chance. Parce que le PPACI est composé des anciens fessistes. Et Blé, son élément naturel, c'est ceux-là. Parce que quand il revient d'Angleterre à la faveur de la crise, la crise en 2002, quand il vient, il va s'appuyer sur la FESI. C'est sur le FESI qu'il va s'appuyer, et puis après, sur une partie de la GFI, mais c'est essentiellement sur la FESI. Au point même de faire oublier Jean-Yves Djibopieux, qui à l'époque était encore la FESI, le secrétaire général. Donc, quand tu parles des chances, oui, le PPACI peut lui accorder cette chance-là. Et c'est ce qui va justement permettre à Nadi, parce que Nadi, au juste a suivi, tient du fait